Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier Radioscope. Ouais, un radioscope, qui se termine ici, et un radioscope qui tout de même semble avoir été assez populaire parce que si je regarde les dernières statistiques, je comptais, donc les capsules ont été au total écoutées 1544 fois par 654 auditeurs différents. Et j'ai à ce jour 116 abonnés à mon émission Radioscope. Alors, c'est quand même pas une mince réussite, étant donné que c'est un cours qui répond à des questions auxquelles... C'est une émission qui répond à des questions d'un cours auquel 25 personnes, 26 personnes sont inscrites. Enfin, je suis très heureux. Ça prouve que ça répondait à un certain besoin, mais enfin que ça a suscité un certain intérêt. Et j'espère que on va continuer, on va travailler très fort pour améliorer même la formule que j'ai développée comme ça avec vous au courant de la session. C'est un dernier radioscope, alors je vous en prie, ne versez pas trop de larmes, il faut s'en remettre. Comme vous voyez aussi, le radioscope est une capsule ouverte au public, donc je vais continuer à en faire pour les cours qui suivent, à l'été, à l'automne, etc. Et donc vous aurez très certainement la chance de me réécouter pour ceux qui sont des fans. Capsule aujourd'hui que j'ai appelée C'est déjà la fin parce que c'est le dernier évidemment, et parce que aussi j'ai une espèce de fatras de questions à aborder avec vous, là, qui vont un peu dans tous les sens. C'est la fin, les gens se sont précipités, fait qu'on va passer à travers les questions un peu rapidement parce qu'on est limité à 30 minutes à 30 minutes d'émission, mais on va répondre du mieux qu'on peut parce qu'il y a des questions qui en soi pourraient faire l'objet d'un débat de plusieurs heures. Alors, j'ai une première question. On me disait à la capsule 2 du module 4, on peut lire étant donné l'interdépendance étroite entre les méthodes d'évaluation du degré d'accomplissement des objectifs d'une politique publique et les résultats réellement obtenus, le choix des éléments évaluatifs du PPA peut influencer la portée normative et politique des objectifs à atteindre. Alors, s'il vous plaît, de quelle manière le choix des indicateurs, voilà la question, là, donc de quelle manière le choix des indicateurs et des données à collecter peut-il agir sur la portée des objectifs? C'est une bonne question. En fait, je dirais ça, c'est une question qui relèverait davantage d'un cours en évaluation de programme ou en évaluation de politique. Parce que je dirais, la logique, généralement, c'est plus que les objectifs sont définis. Et à partir des objectifs, là, on va voir quelles sont les variables et les indicateurs qui nous permettent de mesurer ces objectifs-là. Donc, je dirais, de prime abord, normalement, les indicateurs ne devraient pas avoir à influencer les objectifs en tant que tels. Bon, maintenant, entre ce qui devrait être et ce qui est, il y a toujours une marge. J'imagine que ça peut arriver qu'effectivement, on puisse vouloir moduler certains objectifs en fonction des indicateurs que nous sommes capables d'aller chercher, mais mon expérience, c'est plus que on va se retrouver face à des modèles incomplets en termes d'évaluation parce que on va pas tant tellement modifier d'objectifs que d'aller chercher les meilleurs indicateurs qu'on peut trouver, peut-être pas les meilleurs indicateurs, mais de choisir des indicateurs qu'on peut trouver en fonction des données qu'on a disponibles. Donc, c'est pas tellement les objectifs qu'on va influencer, mais plutôt la qualité de l'évaluation. Ça resterait, alors la personne qui a posé la question, moi je vous inviterais peut-être à prendre un cours en évaluation de programme et à tester cette question-là avec de plus grands experts que moi en évaluation de programme. Mais encore une fois, mon expérience sur le terrain, c'est vraiment que c'était plus la qualité de l'évaluation qui était affectée que les objectifs en tant que tels. Maintenant, on sait en réalité quel rôle jouent les bailleurs de fonds comme le FMI, la Banque mondiale, par exemple, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Alors ça, c'est une question qui soulève un débat. Je veux dire, on pourrait en faire une conférence de plusieurs jours. Encore une fois, je vais vous parler de mon expérience sur le terrain en Haïti. Ces bailleurs de fonds-là jouent un rôle extrêmement important dans la définition de la mise en œuvre parce que ce sont eux qui ont les moyens de financer la mise en œuvre des politiques dans des pays comme Haïti, par exemple, mais surtout sur la formulation des politiques. En fait, il y a des auteurs en cohérence des politiques publiques qui parle de l'effet conformant des politiques plutôt que de parler de cohérence. Alors, au nom de la cohérence, vous avez des organismes supranationaux comme le FMI et la Banque mondiale qui vont exiger de la part des États receveurs d'aide internationale
de conformer leur politique nationale aux exigences des politiques du FMI. Alors là, à ce moment-là, ben, et ça, on l'a vu en Haïti, on l'a vu même avec le fonds qui avait été créé là, par, entre autres, le Canada, les États-Unis, la France et tout ça. Donc, un fonds d'aide internationale qui n'était pas le FMI ou la Banque mondiale. Et lorsque Haïti, par exemple, le président demandait un décaissement pour des projets, par exemple la reconstruction de l'hôpital général, ben, il se faisait répondre par l'aide internationale que ça faisait pas partie des priorités de l'aide internationale. Et donc, on voulait pas décaisser les fonds pour ça. Ben, évidemment, ça pose un problème parce que là, le gouvernement est même plus capable lui-même d'imposer ses propres priorités dans son État et il doit se conformer aux priorités d'organismes supranationaux qui normalement sont là pour les aider à travers différents programmes, par exemple de crédit, on a vu ou de politique économique, on a vu ces organismes-là obliger les États à conformer leur politique économique aux exigences même des organismes en termes par exemple de gestion de fonds, etc. Un autre exemple, ben, c'est très évidemment ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, où là, ben, pour avoir le droit au plan de sauvetage, ben, les Grecs devaient adopter des politiques très austères, sinon ben, on leur donnait pas l'argent. Donc on voit qu'il peut y avoir de ces organismes-là une influence extrêmement importante sur la cohérence, la définition des politiques publiques. On peut voir aussi la même chose, même on pourrait reprendre la question avec la mondialisation. Par exemple, quand on voit quand le Canada va signer un traité avec un autre pays, ben c'est sûr que le traité va moduler les politiques que le pays va adopter par la suite. Ce qui est normal, parce que sinon il n'y aurait pas de raison d'adopter un traité. Ensuite, on dit, bon, pourriez-vous revenir sur la différence entre le processus de mise en œuvre et la structure de mise en œuvre? Bon, ben, la structure de mise en œuvre, c'est vraiment la façon dont on a structuré les différents groupes d'acteurs pour effectuer la mise en œuvre. Donc, par exemple, ben, je vais vous donner un exemple concret au niveau des CPE. Comme c'est un exemple sur lequel je reviens souvent, ben, je reviens encore une fois avec celui-là. En termes de structure de mise en œuvre, bon, on sait très bien que la manière ça fonctionne, le gouvernement transfère des fonds à des CPE, lesquels CPE vont payer les employés pour la garde en installation et vont retransférer des fonds pour les services de garde en milieu familial. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une structure de mise en œuvre. Un processus de mise en œuvre, au contraire, c'est plutôt tout le jeu d'acteurs à travers ça, lesquels vont faire pression sur le gouvernement pour obtenir, par exemple, une reconnaissance. Je vais reprendre l'exemple des CPE, ben, lorsque le gouvernement annonce des places, mais quels sont les groupes qui font pression, de quelle manière ils font pression, quel est le jeu que des garderies privées, par exemple, pour modifier le choix, le jeu d'acteurs comme les médias, etc., qui vont médiatiser ces questions-là. Donc tout ça, c'est vraiment le processus de mise en œuvre. On demande également, dans le livre de Kubler, les auteurs mentionnent qu'une bonne partie des travaux actuels sur la mise en œuvre sont plus reconnus sous le vocable de gouvernance. Donc, pouvez-vous établir le lien entre la mise en œuvre et la gouvernance? Ça, moi, je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Parce que, je veux dire, Kubler peut le dire, et moi, j'ai tout à fait le droit d'être en désaccord avec ce que Kubler va dire. Je pense que c'est une erreur. En réalité, la mise en œuvre et la gouvernance ne sont pas la même chose. Oui, dans l'idée de gouvernance, il peut y avoir cette idée de mise en œuvre, mais la gouvernance, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est l'idée que la gouverne d'un État ne se fait plus uniquement par une élite élue, mais bien par la participation de ses citoyens à toutes sortes de niveaux. Donc ça, c'est une forme de gouvernance, parce que la gouvernance, c'est un concept très polysémique. Par exemple, quand on parle de bonne gouvernance, on parle ici, par exemple, des mesures de contrôle au sein des sociétés d'État, par exemple. Alors là, on va parler de bonne gouvernance. Donc, dépendamment comment on utilise le vocable, quelle épithète on va attacher au mot gouvernance, ça va influencer notre conception de gouvernance. Mais de réduire ça à la mise en œuvre, de dire, bon, qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, c'est plus de la gouvernance, d'après moi, c'est une erreur, même, je qualifierais de presque grossière. On dit, pour revenir à la formulation des politiques publiques, en fin de compte, quels sont les éléments les plus importants? Les idées, les acteurs, les institutions, comme présenté dans le module, ou alors les objectifs, le modèle causal et les outils politiques, les cibles, la mise en œuvre? Je dirais que c'est parce qu'on peut pas dichotomiser tout ça, en fait. Donc, dépendamment de ce que vous étudiez. Donc, si vous êtes intéressé à avoir la formulation d'une politique,
et voir comment cette politique-là a été formulée. Alors là, l'idée des objectifs, du modèle causal et tout ça, si vous voulez comprendre comment la politique est développée ou même comparer le développement entre plusieurs politiques, à ce moment-là, c'est ces éléments-là qui deviennent primordiaux. Si par contre, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le processus de voir vraiment comment la politique est influencée par toutes sortes d'éléments sociaux ou par un contexte social, à ce moment-là, vous allez miser sur les idées, les acteurs et les institutions qui vont venir vous expliquer comment tout ça, comment les pressions exogènes ont fait en sorte de moduler la politique d'une manière plutôt que d'une autre. Ensuite, on dit, voici une question concernant le module 4, séance 3, capsule 3. Alors, on dit, le processus s'agit de disposition, de règlement de contenu dans les politiques, les problèmes identifiés et les moyens, les critères établis, structure sur le système concret de mise en œuvre, machin. Bon. Donc, c'est un peu la question de tantôt, là. On ne distingue pas les problèmes identifiés, les moyens, etc. À chaque fois que c'est les acteurs qui identifient, ou perçoivent, non, bon, est-ce qu'il y a une autre compréhension? Donc, c'est un peu, la question revient à ce que je disais tantôt. Vraiment, l'idée ici, c'est que la structure, c'est vraiment le mode opératoire de la mise en œuvre, alors que le processus, c'est vraiment le jeu socio-politique d'influence au niveau de la mise en œuvre. Alors, si je m'intéresse à la structure de mise en œuvre, ben, je vais voir comment est-ce que cette politique-là est mise en œuvre. Par exemple, la politique sur le transport collectif. Alors, comment ça fonctionne? Le gouvernement prévoit certaines enveloppes budgétaires, les ministères prévoient certaines enveloppes budgétaires. À partir du moment où il y a des enveloppes budgétaires-là, les bureaux régionaux sont appelés à présenter des projets pour lesquels ils vont toucher des fonds. Mais ces projets-là doivent avoir été débattus, mais doivent avoir été consultés avec des organismes particuliers comme la conférence régionale des élus, par exemple. D'accord? Ça, c'est la structure de mise en œuvre. Le processus de mise en œuvre ici, ce serait de voir tous les autres organismes là, qui ne sont pas impliqués là-dedans. Tous les comités de citoyens, etc., qui s'opposent, par exemple, je sais pas, disons qu'on veut créer on veut creuser, on veut ouvrir 2 nouvelles lignes de métro à Montréal, ou on veut creuser un tunnel dans le Cap-Diamant à Québec. Alors, vous allez avoir des gens qui vont être pour, vous allez avoir des gens qui vont être contre. Alors, tout ce débat-là, c'est le processus de politique publique. C'est tout l'univers social autour de ça. Une autre question, le temps file quand même. On a vu que le modèle des coalitions plaidantes s'appliquait principalement à la mise à l'agenda. Comme le jeu des acteurs est une dynamique importante dans la phase de mise en œuvre, ce modèle peut-il s'appliquer aussi? Est-ce que ça explique est-ce ça qui est expliqué dans la capsule 3? Bon, sinon, je ne suis pas certaine de comprendre le sens. En fait, non. Le modèle des coalitions plaidantes ne s'applique pas à la mise à l'agenda, ou peu. En fait, c'est le modèle de mise à l'agenda, le modèle de Kingdon, qui est vraiment un modèle dédié à la compréhension de la mise à l'agenda. Moi, je dirais que le modèle des coalitions plaidantes sert particulièrement à comprendre la formulation des politiques d'abord et avant tout, mais aussi sa mise en œuvre. Mais à travers un prisme particulier, celui des valeurs. Donc, comment les valeurs, comment les intérêts sont mis à profit par les groupes, ou plutôt comment les groupes vont chercher constamment à traduire leurs valeurs, leurs intérêts à travers les politiques. Sachant très bien qu'une fois qu'une politique est formulée, la politique n'est pas formulée, est barrée dans un bloc de ciment. Là. Même à travers la mise en œuvre d'une politique, il y a souvent des groupes qui font pression, qui réussissent à modifier la formulation de la politique publique. Donc, c'est la formulation de la politique. Donc, c'est un univers qui est en constante mouvance, c'est une dynamique constante. Et le modèle de Sabatier-Jenkins, donc un modèle des coalitions plaidantes, permet justement d'utiliser le prisme des valeurs pour bien comprendre, c'est-à-dire permet de comprendre toute cette mouvance-là, cette dynamique-là, à travers le prisme de valeurs. Est-ce que la mise en œuvre d'une politique publique peut-elle générer des coalitions plaidantes jusqu'alors inexistantes? C'est pas tellement que c'est pas la mise en œuvre qui génère des coalitions plaidantes, c'est que vous avez des coalitions plaidantes. Puis en fait, encore une fois, faut faire attention. Une coalition plaidante, c'est pas un groupe qui existe pour vrai, là. Une coalition plaidante, c'est une construction du chercheur qui va identifier tel groupe ou tel autre groupe comme appartenant à telle coalition plaidante ou non.
Alors, donc ces groupes-là existent, je dirais, de façon indépendante du processus de mise en œuvre. Et au contraire, c'est ces groupes-là qui vont s'intéresser à la mise en œuvre d'une politique, et pour différentes raisons, soit pour l'appuyer, soit pour la contester, mais parce que ça vient soit réconforter leurs valeurs, soit heurter leurs valeurs ou leurs intérêts. Donc ici, c'est plus que le groupe, la variable indépendante, c'est pas tellement la mise en œuvre, c'est véritablement l'existence du groupe. Et la variable dépendante sera la mise en œuvre. Autre question. O'Toole mentionne que l'étude de l'implantation vise à étendre nos savoirs sur la conversion de politique en action. Toutefois, il mentionne que le domaine débute avec l'apparente intention du gouvernement de faire quelque chose. Donc, on dit cela me rend confus. Quel est le niveau réel de définition de la politique au moment où débute la mise en œuvre? Est-il possible que l'intention ne soit alors que très faiblement définie? Alors, bien évidemment, le domaine des politiques publiques étant ce qu'il est, effectivement, écoute, dans la capsule avec Isabelle Caron, on voyait par exemple qu'il y a des politiques des fois dont la mise en œuvre s'amorce avant même la formulation. Évidemment. Donc ce que le gouvernement dit, c'est voici, on vient d'adopter telle mesure et telle autre mesure, et ce qui va rentrer dans le cadre de notre politique qu'on va sortir dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, ici, malheureusement, il n'y a pas de... Est-ce que l'intention est faiblement définie? Oui, ça arrive. Ça, c'en est l'idée ici, l'exemple que je vous donne, ça en est une preuve. L'intention est faiblement définie. On ne sait pas encore exactement. Le gouvernement lui-même ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, mais il décide de faire quelque chose maintenant parce que c'est dans l'air du temps, parce que certaines pressions pour faire quelque chose. Donc, on va faire quelque chose, on va adopter des mesures maintenant. Dans 6 mois, dans 1 an, on aura la politique au complet. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous rend confus, parce que des fois, c'est rarement tout à fait séquentiel, le processus de politique publique. On a vraiment la formulation, bing bang, c'est complété, c'est bouclé, alors on passe à la mise en œuvre. Non, ça arrive souvent que pendant la formulation, en fait, on va même aller fédérer des mécanismes, on va aller fédérer des mesures déjà existantes à l'intérieur d'une nouvelle politique, en disant, ces mesures-là, maintenant, font partie de cette politique-là, parce que les objectifs qui soutenaient ces mesures-là, qui étaient dans le fond un peu indépendantes, ces objectifs-là rentrent dans le cadre de notre nouvelle politique, et donc on va tout fédérer ça. Donc, c'est pas un univers qui, contrairement à l'univers juridique, qui est très systématique, c'est vraiment un univers où les choses se font de façon très, je dirais, artistique, dans le sens où il n'y a pas de règles particulières ou très systématiques. C'est quelque chose qui se développe un peu. On parle ici vraiment du policy art, l'art de faire des politiques publiques. On me dit, pouvez-vous me donner une explication concernant les notions de bottom-upper et la notion de les agents du niveau de la rue proposée par Lipsky dans sa thèse? Y a-t-il une différence? Pas vraiment, non. Veulent-ils parler de réseaux d'agents impliqués dans la mise en œuvre des politiques? Oui, c'est exactement ça. C'est une réponse un peu plate, mais effectivement, les agents de la rue, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont en charge de la mise en œuvre très concrète d'une politique. Alors, c'est pas les gens qui sont, par exemple, les agents au ministère qui reçoivent les rapports d'évaluation de la part du monde du terrain. C'est vraiment ici les gens, c'est vos agents dans les guichets, par exemple, de l'assurance emploi, c'est votre directrice générale dans un CPE ou même votre madame qui garde dans un milieu familial. C'est ces gens-là, c'est des gens qui sont impliqués directement au jour le jour dans la mise en œuvre de la politique. Alors, ici encore quelques questions un peu en rafale. O'Toole mentionne que policy failures continue to be prominent. Alors, y a-t-il un échec classique des politiques publiques qui fait école au Québec, par exemple? C'est relatif. Est-ce qu'il y a un échec? C'est difficile à dire. Parce que c'est difficile à mesurer. C'est très politisé. Par exemple, c'est sûr que l'opposition va toujours dire le gouvernement, la politique du gouvernement est un échec lamentable, et le gouvernement va toujours dire non, au contraire, c'est un discours très rhétorique de la part de l'opposition. Notre politique est un succès phénoménal. Bon, il n'y a pas, et même les politiques sont rarement complètement terminées pour dire voilà, c'est fini, on mesure, puis c'est un échec, c'est un succès.
C'est toujours des succès relatifs et des échecs relatifs. C'est toujours un peu mitigé en fait. Il y a pas de, parce qu'il y a toujours des évolutions, le problème se modifie, etc. Donc de dire vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une tradition d'échecs? Non. Est-ce que c'est toujours des succès retentissants? Non plus. On est quelque part un peu dans une mesure un peu équilibrée entre tout ça. Si on considère que les travaux centrés sur la mise en œuvre ont connu un déclin dans les dernières années selon Kubler, en quoi sont-ils toujours pertinents? Ils sont en fait de plus en plus pertinents parce que un des problèmes, c'est qu'on comprend de mieux en mieux comment se fait la formulation, mais il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on ne comprend pas comment se fait la mise en œuvre. Et ça, c'est un problème, parce qu'on évalue beaucoup de politiques. On est capable, en ce moment, on a développé des techniques très performantes au niveau de l'évaluation des politiques, au niveau de l'évaluation des programmes, qui nous permettent de déterminer dans quelle mesure un programme ou une politique a connu un succès ou non. Mais on comprend très peu encore l'incidence, par exemple, de la mise en œuvre sur le succès ou non d'une politique. On comprend très peu tout l'effet des réseaux d'acteurs sur la mise en œuvre. On comprend très peu, finalement, la mise en œuvre en général. Et donc, ça, c'est honnêtement, c'est un besoin en termes de travaux de recherche. On dit les problèmes numériques entre le pouvoir fédéral et locaux en Allemagne par Kubler sont-ils de même ordre que ceux ici se jouent entre le provincial et le fédéral? Non, pas du tout. Parce que en Allemagne, comme en Suisse, par exemple, on a ce qu'on appelle un fédéralisme d'exécution. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut adopter des politiques et c'est au Länder en Allemagne et au canton en Suisse à mettre en œuvre ces politiques-là. Donc ça ici, ça n'existe pas au Canada, parce qu'au Canada, les compétences ont été clairement séparées dans la Constitution. Alors, par exemple, le gouvernement fédéral ne pourrait pas adopter une politique sur l'éducation que les provinces devraient mettre en œuvre. C'est chacun son champ de compétences, chacun ses politiques et chacun son exécution. Donc, ces dynamiques-là, en fait, c'est pas des dynamiques qu'on pourrait retrouver. On va pouvoir retrouver d'autres problèmes entre le fédéral et le provincial, par exemple en termes de financement. Le gouvernement fédéral, provincial, par exemple, va dire, on veut mettre en place des politiques en termes de santé publique, mais c'est pas nous qui avons l'argent, c'est le fédéral, etc. Donc, il faut que le fédéral transfère des points d'impôt pour qu'on puisse financer nos nouvelles politiques en santé publique. Donc, ça, c'est plus le genre de débat qu'on va retrouver ici au Canada. On dit historiquement, certains partis fédéraux et provinciaux ont connu beaucoup de proximité. Alors, ce compte, est-ce que cette proximité pouvait faire qu'une politique publique provinciale soit le fruit d'une volonté d'un acteur fédéral pour combler une problématique qui influence un champ de compétences qui lui est propre? C'est un peu le cas, je dirais, de l'union sociale. Encore que je trouve que l'union sociale s'était vraiment forcée dans la gorge des provinces. Voici de l'argent, voici les conditions à remplir. Si vous les remplissez pas, vous n'avez pas l'argent. Donc, je dirais pas tellement que le fruit de la proximité a donné ça, mais je pense plutôt que nous avons des gouvernements fédéraux qui ont adopté des stratégies qui gardaient un peu prisonniers les provinces, qui les obligeaient à moduler leur politique en fonction des exigences du fédéral. C'est plus ça qu'on a vu qu'autre chose. Enfin, la dernière question. Je tiens toujours à vous remercier pour votre belle démarche. Merci beaucoup. D'ailleurs, OK. On me dit... la question, je voudrais savoir, qu'est-ce qui guide vraiment les décideurs dans la formulation des politiques publiques, puisqu'ils sont toujours en phase de dilemme en termes de pluralité d'acteurs, qui voudraient que ce soit les idées qui passent. Alors, comment les décideurs arrivent-ils à trancher? Ça, c'est vraiment une excellente question. Et qui devrait faire l'objet d'études plus approfondies. On a vu avec la question de la rationalité, tout ça, le type de décision qui va être pris par les décideurs. Évidemment, je pense que l'urgence d'un enjeu est très certainement un des éléments qui va beaucoup influencer les décisions qu'un gouvernement va prendre. Alors, si demain matin, on découvrait un virus pneumonique qui se transmet par l'air et donc très dangereux, mortel, etc., fort à parier que le gouvernement commencerait rapidement à mettre des mesures en place. Par contre, si on se rend compte qu'il y a une bactérie qui attaque l'herbe et que l'herbe reste jaune constamment et ne devient jamais verte, c'est vraiment pas quelque chose auquel le gouvernement va s'attaquer rapidement.
Euh, donc, il y a différentes mesures. Donc, par exemple, quand on parle d'endettement des jeunes, pour donner des exemples peut-être un peu plus concrets, moins farfelus, quand on regarde l'endettement des jeunes, qui est un véritable problème, qui commence à être un véritable problème public. Hein. C'est plus juste un problème privé. Vous avez 5-6 jeunes qui sont trop endettés. C'est que ça commence réellement à être une génération de gens qui sont endettés avant même d'être sur le marché du travail. Alors non seulement vont-ils se retrouver ces gens-là avec leur dette d'études, comme on voyait avant, mais ils ont déjà une dette personnelle accumulée. En termes d'économie, ça pose des questions importantes pour un État comme le nôtre. Alors, on fait quoi avec ça? C'est un problème qui est assez urgent, mais pour lequel le gouvernement, pour l'instant, s'attaque pas, parce que, il y a toutes sortes d'intérêts qui sont en jeu. Donc ici, on va voir que la question des intérêts va beaucoup plus jouer. Donc, c'est pas juste des gros intérêts, par exemple, à partir du moment où vous êtes riche, vous pouvez imposer vos volontés au gouvernement. C'est sûr que le gouvernement va regarder en termes électoraux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas rentables alors que d'autres choses sont rentables? Par contre, il y a des débats, comme par exemple sur le mariage gay, quand le gouvernement canadien a fait adopter les modifications législatives pour permettre le mariage gay, je peux vous dire que c'était peut-être pas quelque chose qui était électoralement gagnant au départ. Pas nécessairement qu'il n'y avait pas l'appui, mais si vous savez que vous allez avoir de la contestation, pourquoi soulever la question? Parce que des fois, il y a des enjeux sociaux qui méritent d'être débattus et qu'on doit débattre. Alors, le gouvernement trouve son équilibre. Maintenant, exactement comment? Là, c'est parce que chaque décideur un peu sa manière d'évaluer, je dirais, les risques, d'évaluer l'importance des enjeux, etc. Il y a aussi tout un débat qui va se faire à travers le cabinet, par exemple. Donc, il y a comme tout un jeu d'acteurs ici qui est difficile là, en quelques minutes à expliquer et à explorer, mais et pour lequel on n'a pas non plus tout à fait les réponses à une question comme celle-là. Mais c'est une question qui mérite d'être beaucoup plus approfondie. Alors voilà, donc c'est ce qui complète notre capsule, parce qu'on va manquer de temps bientôt. Ça me fait un réel plaisir de vous avoir comme étudiant virtuel pendant cette session-ci. J'ai eu plusieurs bons commentaires de votre part, plusieurs critiques constructives sur l'organisation du cours. Les gens semblent avoir beaucoup apprécié la capsule. Donc je suis très heureux d'avoir fait ça avec vous. Je vais continuer au cours des prochaines sessions avec les autres étudiants. Vous m'avez très bien encouragé dans ce sens. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes vacances d'été, de bien vous amuser. Pour ceux qui finissent leur maîtrise ou leur programme DESS, je vous souhaite une bonne fin de programme. Je vous offre déjà mes félicitations. Et pour les autres, qui sait, peut-être on pourra se revoir dans d'autres cours, dans d'autres occasions. En attendant, bon été et bonne fin de session.